Bien, bonjour à tous, et je vous remercie d'être venus si nombreux pour m'écouter ce matin. Je remercie aussi Nicolas Bourbaki de son invitation à présenter ces résultats de Thierry Bodino, d'Isabelle Gallagher, de Laure Saint-Raymond et de Benjamin Texier. Alors c'est en fait deux articles, plus exactement un livre et un article, c'est assez long, que je vais tenter de vous raconter ce matin. Alors, d'abord, je vais essayer de commencer par expliquer le titre, ce qui est toujours une bonne idée. Oui. Alors, voilà, alors le problème qui se pose, c'est comment on fait pour décrire la dynamique d'un gaz. Alors, je vais préciser tout de suite que les gaz dont il va être question dans cet exposé, ça va être des gaz monoatomiques. Donc vous pensez à des choses du style l'argon, le krypton, le néon, les choses qui sont tout à fait à droite dans la classification périodique des éléments. Et c'est une bonne idée d'avoir en mémoire, d'avoir présent à l'esprit quelques ordres de grandeur concernant cette situation physique. Alors, il s'agit de gaz dont le rayon moléculaire est très petit, c'est de l'ordre de l'angstrom, 10 puissance moins 10 mètres. Et puis d'autre part, vous vous souvenez, vous savez que les gaz ont cette propriété merveilleuse que si vous les mettez dans des conditions normales de température et de pression, alors si je me souviens bien, c'est 20 degrés Celsius et une atmosphère, donc 293 K et puis 1013 hectopascal, eh bien, vous trouvez le nombre d'Avogadro, soit 6,02 10 puissance 23 molécules, dans tout volume de 22 litres 4. Et 22 litres 4 correspond au fait que vous avez là-dedans exactement 2 grammes de dihydrogène. Bien, alors, l'idée, c'est que vous avez à décrire la dynamique d'un très grand nombre de particules et que ces particules sont toutes petites. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Bien, alors, je vais commencer par présenter les différents modèles de description de ce gaz auquel on peut penser. Évidemment, le premier modèle le plus basique auquel on peut penser, c'est d'écrire les équations de Newton pour chaque molécule de gaz. Alors donc vous pensez à votre gaz comme un système de n molécules sphériques de rayon R strictement positif, et vos inconnus, ça va être les positions et les vitesses, que je vais noter xk de t et vk de t pour chacune des molécules, et je vous précise tout de suite que comme le rayon des molécules est tout petit, vous allez négliger le mouvement autour du centre de gravité. Donc l'inertie des molécules est toute petite. Et donc quand vous écrivez le principe fondamental de la dynamique pour chaque molécule, vous allez écrire que si vous regardez la molécule K, tant qu'elle ne rencontre aucune autre molécule, elle effectue un mouvement rectiligne uniforme. Donc vous avez dxk sur dt égale vk, et dvk sur dt égale 0. Donc ça vaut tant que xk de t moins xj de t est plus grand que le diamètre moléculaire chaque fois que j est différent de k. Bien, maintenant, lorsqu'il y a une collision, donc lorsque deux sphères se touchent, ce qui se passe, c'est que la position des particules reste une fonction continue du temps. Ça, c'est vrai pour toutes les particules, collision ou pas collision, et les couples de vitesse de particules en collision sont échangés par la transformation Tn qui est écrite ici. Donc si vous avez une collision entre la particule numéro k et la particule numéro j, à l'instant t, Vk et Vj avant collision sont transformés en Vk t plus 0, Vj à t plus 0 après collision, par la transformation qui est écrite ici, où n, c'est l'un des deux vecteurs unitaires que vous obtenez à partir des centres des molécules en interaction. Alors, vous voyez tout de suite sur cette formule que n et moins n donnent la même collision, de sorte qu'il n'y a pas d'orientation de n là-dedans. Et si vous représentez ce qui se passe géométriquement, vous voyez la tête que ça a. Vous avez ici en bleu les vitesses V1, V2 avant collision. Vous avez le vecteur N12 qui est le vecteur unitaire collinaire à x2 moins x1, et puis vous avez les vitesses V'2 et V'1 après collision. Bien, alors donc ça c'est le premier modèle, mais ça fait beaucoup d'équations parce qu'essentiellement ça fait 6 équations par particule. Les
particules, ben, il y en a beaucoup. Modèle numéro 2, l'équation de Boltzmann. Alors, on fait un saut en avant dans le temps. Ça, c'est une équation qui a été écrite par Boltzmann et en réalité par Maxwell à peu près au même moment, dans la fin du 19e siècle. Donc là-dedans, on ne s'intéresse plus à la collectivité des n particules, mais on s'intéresse à la fonction de distribution d'une particule typique dans le gaz, qui est notée ici f de txv, qui est une fonction positive ou nulle. Et fonction de distribution, ça veut dire que c'est la densité des particules qui, à l'instant t, se trouve au point x, animée de la vitesse v. Bien, alors là-dedans, les particules ont perdu leur rayon et sont devenues des points. Hein. Mais, comme on va voir, il existe quand même une mémoire dans le modèle du rayon des particules. Alors, l'équation de Boltzmann, il y a un membre de gauche qui vous dit que entre deux collisions, chaque particule se promène en ligne droite à vitesse constante, c'est ce que signifie cet opérateur au dérivé partiel qui est ici. Et dans le membre de droite, vous avez quelque chose qu'on appelle l'intégrale des collisions de Boltzmann. Cette intégrale des collisions de Boltzmann fait intervenir un préfacteur gamma qui garde la mémoire du rayon des particules, si vous voulez. Mais cet opérateur de collision, il est purement local en la variable x de position, il est instantané, les collisions entre molécules n'ont pas de durée. Hein. Mais en revanche, c'est un opérateur de saut sur les variables de vitesse. Et donc, si vous calculez l'intégrale de collision, étant donné la fonction de distribution à la vitesse v, eh bien vous obtenez cette expression qui est ici, alors que je vais commenter. Donc ici, v, c'est la vitesse à laquelle vous évaluez l'intégrale de collision. Vous regardez la population des particules à la vitesse v, elle est diminuée du fait de collisions avec des particules de vitesse v étoile quelconque qui se trouvent au même point. Et puis, bon, donc ça vous dit le nombre de particules que vous perdez dans la population à la vitesse v, et puis vous en gagnez des particules dans la population à la vitesse v. Vous pouvez en gagner du fait de collisions entre deux particules qui, avant collision, avaient des vitesses v' et v' étoile, et qui, après collision, l'une des deux particules aura la vitesse v. D'accord ? Et puis, donc vous retrouvez la transformation Tn de v étoile. Tout ceci, bien sûr, dépend d'un vecteur unitaire. Maintenant, ce vecteur unitaire, c'est plus le vecteur unitaire joignant les collinaires au centre des deux molécules en interaction, puisque les molécules, c'est des points maintenant. Et donc, vous moyennez sur ce vecteur unitaire qui est uniformément réparti sur la sphère, mais c'est la même transformation qui vous fait passer de v étoile à v', v' étoile, v' étoile, étant des fonctions de v étoile et de n, où n est un vecteur unitaire arbitraire. Bien, donc lorsque vous intégrez sur v étoile et sur n, vous avez l'intégrale de collision, donc, qui modélise la statistique de la perte et du gain de particules dans la population à la vitesse v. Bien, alors il y a une variante de cette équation de Boltzmann qui concerne la diffusion d'un gaz très raréfié dans un gaz à l'équilibre. Alors là-dedans, l'inconnu, ça va être la fonction de distribution du gaz raréfié, que je note toujours f de txv, qui a la même signification, et mon gaz à l'équilibre, sa fonction de distribution va être constante en Tx, hein, il est à l'équilibre, et ça va être une fonction de distribution de Maxwell. Alors ça, c'était trouvé par Maxwell en 1857, que l'équilibre d'un gaz parfait de température qui est donné par de température T, alors en fait, il est plus pratique d'utiliser le paramètre bêta qui est kT sur m, hein, où k c'est la constante de Boltzmann et m la masse des molécules. Hein, donc la fonction de distribution de Maxwell, elle est donnée par cette formule-là. Vous voyez que c'est une gaussienne de matrice de covariance bêta fois l'identité. Et ici, vous avez, comme c'est une équation de Boltzmann linéaire, vous avez un opérateur de collision linéaire où vous avez ici des collisions entre le gaz raréfié qui est défini par sa fonction de distribution petit f et la fonction de distribution
maxwellienne à la température T ou de paramètre bêta, comme vous préférez. Donc vous avez une formule qui est tout à fait semblable à celle de l'opérateur de collision de Boltzmann, sauf qu'ici, maintenant, évidemment, vous avez un opérateur qui est linéaire en petit f. Hein, l'équilibre, lui, il est défini par les conditions physiques du gaz dans lequel vous diffusez. Hein. Bien, et puis le dernier modèle dont il sera question dans cet exposé, c'est l'équation. Alors oui, ce modèle, c'est l'équation de Boltzmann linéaire. Je sais qu'elle a été écrite par Lorentz en 1905 dans un contexte un petit peu différent. Lorentz s'intéressait au mouvement des électrons dans les métaux. Je ne sais pas si elle a été écrite auparavant pour les questions de diffusion de gaz raréfié dans un gaz à l'équilibre. Donc j'ai mis comme date 1905. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé après l'équation de Boltzmann non linéaire de la théorie cinétique classique. Bien, et puis donc le dernier modèle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'équation de diffusion. Alors l'équation de diffusion, vous reconnaîtrez ici que c'est rien d'autre que l'équation de la chaleur, sauf qu'elle est utilisée dans un contexte physique légèrement différent. Alors, de nouveau, vous trouvez ça dans des papiers d'Einstein qui datent du début du XXe siècle. Et ici, l'idée, c'est que votre gaz, vous allez le décrire par une densité macroscopique. Vous avez oublié la variable de vitesse. Rho de t et de x, si vous voulez, c'est le nombre de molécules par unité de volume au point x, hein, à l'instant t. Et cette densité macroscopique ρ de t et de x, elle évolue en suivant l'équation de la chaleur, avec un coefficient de diffusion grand D qui est strictement positif, et pour lequel Einstein, au début du XXe siècle, avait donné l'interprétation cinématique suivante, qui avait dit c'est que 2 fois le coefficient de diffusion, tel qu'il apparaît ici, c'est la limite en temps grand du déplacement carré moyen de la particule typique divisé par le temps. D'accord ? Et on sait depuis qu'il y a une interprétation probabiliste de cette équation. Il n'y a pas de méthode des caractéristiques pour intégrer l'équation de la chaleur. Ce qui remplace cette méthode des caractéristiques, si vous voulez, c'est cette formule qui est écrite ici, qui vous dit que pour trouver la solution à l'instant t de l'équation de la chaleur, ce que vous faites, c'est que vous prenez la condition initiale ρ à t égale 0, vous la prenez sur le mouvement brownien partant du point x et vous moyennez sur l'espérance, sur la mesure associée au brownien. D'accord ? Et ce que vous obtenez comme ça, c'est la solution de cette équation de la chaleur. Bien, donc voilà, quatre modèles, ou disons 3, puis si on considère que les modèles 2 et 3 sont de la même famille, hein, c'est des équations de Boltzmann. 3 modèles pour décrire des réalités semblables, disons. Alors maintenant, 3 modèles assez différents. Comment on fait pour expliquer qu'en réalité, ces modèles décrivent la même situation ? Qu'est-ce qui justifie qu'ils décrivent la même situation et surtout dans quelles conditions ils décrivent cette même situation. Alors, en réalité, cette question, elle rentre dans un cadre plus général qui est le cadre du 6e problème de Hilbert, donc posé par Hilbert dans sa conf plénière au Congrès international des mathématiciens en 1900. Et alors le 6e problème de Hilbert, en toute simplicité, ça s'appelle l'axiomatisation de la physique, vaste programme. Mais Hilbert donne 2 exemples de ce qu'il entend par axiomatiser la physique. Et l'un des 2 exemples, c'est de comprendre si les modèles 2, 3 et 4 peuvent être déduits d'une manière ou d'une autre du modèle numéro 1, que vous allez considérer comme un axiome de la mécanique classique, l'équation de Newton, c'est l'axiome de base, et vous voulez comprendre comment, à partir de cet axiome de base, vous allez en déduire des modèles comme l'équation de Boltzmann ou l'équation de diffusion dont
on comprend qu'eux ne sont pas des axiomes de base. Enfin, d'ailleurs, à l'époque, je ne suis pas sûr que le statut de l'équation de Boltzmann était si clair que ça. Enfin, quoi qu'il en soit, l'idée, mais qui est venue longtemps après, c'est que, en fait, ces modèles 2, 3 et 4 décrivent le comportement des solutions du modèle numéro 1, c'est-à-dire des équations de Newton, dans certains régimes asymptotiques qui sont définis par la taille d'un paramètre, et ce paramètre, il a été identifié longtemps après par Harold Grad vers les années 50. Le paramètre en question, c'est le produit n fois r au carré, où n c'est le nombre de molécules, disons le nombre de molécules par unité de volume, et r le rayon moléculaire. D'accord ? Bien, donc, alors vous voyez tout de suite que si vous avez ici le nombre de molécules par unité de volume, n fois r carré, c'est quelque chose qui est homogène à l'inverse d'une longueur, et l'idée, c'est que n fois r carré, c'est quelque chose qui va être à peu près de l'ordre de l'inverse du libre parcours moyen qui est une notion considérée par Clausius au milieu du XIXe siècle, qui est la distance moyenne qu'une même particule va parcourir entre deux collisions avec les particules qui l'entourent. Bien, et donc, vous avez maintenant le schéma suivant, hein, à savoir que vous avez deux régimes asymptotiques. Vous avez un premier régime asymptotique qui consiste à prescrire que le paramètre de Boltzmann-Grad, n fois r au carré, va rester d'ordre 1, tandis que grand N tend vers l'infini et petit r tend vers 0. Et donc, on s'attend à ce que ce soit... Enfin, on s'attend. La prédiction de Harold Grad, c'était que c'était dans ce régime qu'on avait une chance de justifier l'équation de Boltzmann à partir des équations de Newton de la mécanique classique. Mais pour ce qui est de l'équation de diffusion, l'équation de diffusion, elle appartient au royaume de la dynamique des fluides. Enfin, c'est le modèle le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est de la dynamique des milieux continus, comme on dit. Et là, ça correspond à un autre régime asymptotique où, au contraire, n fois r au carré sera beaucoup plus grand que 1. Donc le paramètre de Boltzmann-Grad sera plus grand que 1, ce qui veut dire que par rapport aux longueurs, aux échelles de longueur typiques sur lesquelles vous observez votre gaz, eh bien, le libre parcours moyen sera tout petit. D'accord ? Et alors, l'idée stratégie qui explique comment on passe des équations de Newton aux équations de Boltzmann et à l'équation de diffusion dans les travaux que je vais présenter aujourd'hui, c'est que, en fait, l'équation de Boltzmann va servir de passage intermédiaire entre les équations de Newton et l'équation de diffusion. Donc l'idée, ça sera de faire une première limite suivant la flèche rouge, et puis ensuite de justifier que cette limite se passe avec des contrôles suffisamment bons pour pouvoir ensuite justifier la seconde limite par-dessus la première. Hein ? Voilà. Alors, maintenant je vais peut-être énoncer les résultats, et je vais avoir besoin de quelques notations. Alors les notations sont un petit peu lourdes dans ce genre de choses, hein, c'est la nature du problème qui veut ça. Alors, voilà, donc je noterai grand Xn et grand Vn, les nuplets de position x1, x2, xn et v1, v2, vn, les nuplets de vitesse des particules qui, dans un premier temps, vous pouvez considérer qu'elles se promènent dans l'espace euclidien de dimension 3 tout entier. Bien, alors maintenant, la première chose, c'est d'identifier l'espace des phases pour les équations de Newton. L'espace des phases pour les équations de Newton, c'est l'espace tout entier, position, vitesse à la puissance n, sauf que vous devez tenir compte du fait que les particules sont des sphères dures et que donc elles ne peuvent pas s'interpénétrer. Donc, vous allez enlever au domaine R3 croix R3 à la puissance n, vous allez enlever les nuplets position-vitesse pour lesquels
xi moins xj serait plus grand que le diamètre moléculaire lorsque i est différent de j. D'accord ? Bien, alors maintenant, la question, c'est que si vous regardez comment j'ai énoncé les équations de Newton, en fait, je vous ai dit ce qui se passait pendant qu'il n'y avait pas de collision, qui est simple, et puis je vous ai dit ce qui se passait lorsque deux particules entraient en collision. Et ça aussi, c'est une dynamique très simple. Maintenant, il pourrait tout à fait se produire que vous ayez des collisions à 3, 4 ou davantage de particules. Alors ça, c'est des événements qui, en fait, statistiquement vont être rares et qui sont d'ailleurs gênants pour développer une théorie cinétique. Je ne crois pas qu'il existe de théorie cinétique très propre et très convaincante lorsqu'on cherche à prendre en compte les collisions à plus de 2 particules. Il y a d'ailleurs un paragraphe assez mystérieux sur ce point dans le traité de Landau et Lifshitz sur la théorie cinétique, dont je vous recommande la lecture, qui est vraiment extrêmement mystérieux et bizarre. Enfin bon. Bien, donc, mais ça tombe bien parce que de toute façon, on va démontrer, on sait démontrer que ces collisions ternaires ou plus sont statistiquement des événements négligeables. Alors, le premier théorème consiste à construire le flot qui est défini par les équations de Newton. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que vous pouvez montrer qu'il existe un ensemble En, sous-ensemble de l'espace des phases, qui va être Lebesgue négligeable, et tel que, en dehors de En, donc sur l'espace des phases privé de En, les équations de Newton vont engendrer un flot global qui va être défini pour tout T appartenant à R. Alors attention, ce flot, contrairement à l'usage pour les équations différentielles ordinaires, je vous rappelle qu'il n'est pas régulier en temps, puisque lorsque vous avez des collisions, les vitesses sautent. Il y a une discontinuité sur les vitesses. Mais enfin, ce flot, il est bien défini de manière unique lorsque vous travaillez en dehors de cet ensemble exceptionnel En qui est négligeable. Et donc, si vous partez d'un point xn initial, vn initial de l'espace des phases, donc si vous partez d'un nuplet de position-vitesse qui se trouve à l'extérieur de cet ensemble exceptionnel, eh bien la solution des équations de Newton de conditions initiales xn in, vn in est définie de manière unique par le flot, donc c'est la trajectoire qui à t associe SNRT de xn initial, vn initial. D'accord ? Bien, alors, cet ensemble N, il contient un certain nombre d'accidents regrettables, dont en particulier les données initiales qui conduisent à des collisions ternaires ou plus en temps fini. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, il reste à expliquer quand même comment on va passer des équations de Newton, qui sont des équations différentielles pour n particules, à l'équation de Boltzmann, qui est une équation pour une densité, ou pour une fonction de distribution, densité de probabilité de présence, tout ce que vous voudrez l'appeler, pour la particule typique. Alors, bien, alors on commence par choisir une densité de probabilité continue sur R3 croix R3, qui est l'espace des phases à une seule particule, et qui a vocation à devenir la condition initiale pour l'équation de Boltzmann. À partir de là, il faut que je construise une fonction de distribution à n particules que je vais faire évoluer suivant les équations de Newton. Si vous voulez, ce qu'on va construire, c'est une condition initiale pour l'équation de Liouville qui serait associée aux équations de Newton. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, l'idée naturelle, bien sûr, ça serait de dire que vos particules, vous avez une fonction, une densité de probabilité sur R3 croix R3. Vous pouvez considérer que vos particules, initialement, sont indépendantes les unes des autres. Et donc, vous prenez le produit tensoriel de n copies de f, donc vous prenez le produit pour j allant de 1 jusqu'à n de f initial de xj vj.
Oui, sauf que si vous faites ça, vous ne prenez pas en compte le fait que vos particules, initialement, ne doivent pas s'interpénétrer. D'accord? Je vous rappelle que l'objet que vous devez définir, ça doit être une fonction de distribution, densité de probabilité, sur gamma Rn, sur l'espace des phases à n particules. Bien. Alors évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est que vous tronquez les points qui ne se trouvent pas dans gamma Rn, mais si vous faites ça, vous n'avez plus une probabilité à n particules, donc vous la normalisez par ce facteur Zn, facteur de normalisation, dont vous intégrez le produit des f in de xj, vj, pour j allant de 1 jusqu'à n, sur gamma Rn, et alors il faut faire un tout petit peu attention, hein, il ne faut pas croire, comme il y a beaucoup de particules, même si le rayon est très petit, contrôler cette quantité-là, bon, c'est pas insurmontable, mais c'est pas si simple que ça. Hein, il faut faire un tout petit peu attention. Bien, en tout cas, vous faites ça avec enfin, disons, en tout cas, voilà, c'est un facteur de normalisation qui ne peut pas être passé sous silence. Hein, voilà, disons ça comme ça. Bien, et puis, d'autre part, je vais me restreindre sur les conditions initiales pour l'équation de Boltzmann, sur ma fonction initiale pour une particule. Hein. Donc, on va supposer que c'est une densité de probabilité gentille, continue, qui est dominée par une fonction de la forme exponentielle de moins mu0, moins 1,5 de bêta 0, v carré. Donc, c'est quelque chose qui a une décroissance gaussienne en v carré. Bien, soit. Bon, et alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On a une condition initiale pour, disons, l'équation de Liouville pour les n particules, ce qui veut dire que je vais fabriquer à partir de grand F n initial, je vais fabriquer la fonction de t xn vn qui consiste simplement à partir de ma condition initiale fn in qui est fabriquée à partir du produit tensoriel des petites f in et je vais la pousser par le flot SNR-T que j'ai construit dans le théorème 1. D'accord? Donc ça vous fabrique comme ça une fonction grand Fn de t xn vn qui va être nulle si vous êtes en dehors de l'espace des phases, autrement dit, ça va être nul si vous avez dans xn deux points x et j qui sont à une distance inférieure au diamètre moléculaire, et puis c'est la propagée de la condition initiale sinon. Bien, alors maintenant, avec ça, on a déjà quelque chose qui ressemble davantage aux objets qui interviennent dans l'équation de Boltzmann, puisqu'on a une fonction de distribution, mais cette fonction de distribution, on a quelque chose qui vous dit, vous donne des informations sur la statistique jointe des n particules, mais l'équation de Boltzmann, c'est quelque chose qui travaille sur des fonctions d'une seule variable x et d'une seule variable v. Bien, alors là-dedans, toutes les variables x et v correspondant, enfin plus exactement, on est dans une situation où toutes les molécules sont absolument semblables. Donc en fait, on vérifie que la fonction fn de t xn vn est en réalité une fonction symétrique des variables xi, vj, des variables xi, vi, des paires de variables xi, vi, parce que initialement c'est symétrique et que la symétrie est propagée par le flot. Quoi qu'il en soit, si on veut décrire la trajectoire ou si on veut décrire le comportement de la particule typique, l'idée c'est qu'à partir de fn de t xn vn, on va moyenner sur les k-n particules, sur les n-1 dernières particules, pour regarder ce qui se passe sur une particule typique. Et on définit l'opération qui consiste à calculer des marginales d'ordre k à partir de fn de la manière suivante. Donc vous prenez votre fonction fn de t xn vn et vous définissez ce que je note fn2.k comme étant l'intégrale de fn par rapport au n-k dernières variables de position et de vitesse. Alors comme ça, vous fabriquez une fonction fnk qui, elle, ne dépend plus que des k premières variables de position et de vitesse.
Bon, alors en fait, on a besoin, pour la démonstration de toute la suite des marginales, hein, des FNK, mais en réalité, l'énoncé final portera sur la première d'entre elles. Hein. Bien, alors, par convention, on suppose que Fnn correspond à ne pas prendre de marginale du tout, c'est Fn elle-même, et puis pour k plus grand que n, Fnk, on le posera égal à 0. Hein. Bien, alors avec ça, on peut donner un énoncé, déjà, qui vous explique comment on va passer des équations de Newton à l'équation de Boltzmann. Donc ce passage à la limite, ça porte le nom de limite de Boltzmann-Grad, puisque je vous rappelle que Harold Grad, c'est le monsieur qui, en 1949, avait eu cette idée que finalement on pouvait démontrer l'équation de Boltzmann à partir des équations de Newton dans un certain régime limite, dans un certain régime asymptotique. Bien, alors, voilà, donc le théorème s'annonce ainsi. Donc le paramètre que je vais garder, c'est grand N. Je supposais donc que grand N tend vers l'infini. Et je vais choisir le rayon moléculaire de telle sorte que le paramètre de Boltzmann-Grad, donc n fois 2r au carré, soit constant et égal à la constante petit gamma qui intervient devant l'intégrale des collisions de Boltzmann. Hein, et c'est à cet endroit-là que vous voyez exactement quelle mémoire on a gardée de la taille des particules et du nombre de particules par unité de volume, hein, puisque ce paramètre, c'est gamma, c'est défini comme étant la limite de n fois 2r au carré. Bien, alors maintenant, vous prenez bêta 0 un réel positif quelconque, mu 0 un nombre réel quelconque, et vous choisissez votre condition initiale pour l'équation de Boltzmann qui vérifie l'inégalité qui est ici, en plus du fait d'être une densité de probabilité continue, ou Lipschitz, enfin comme vous voulez, mais disons continue, sur R3 croix R3. Bien. Alors, à partir de ce bêta 0 et de ce mu 0, eh bien, il existe un temps t étoile qui dépend de manière compliquée de bêta 0 et mu 0. Je crois qu'il y a une formule dans le texte écrit de l'exposé. Peu importe. Hein. Donc, il existe un temps t étoile positif tel que, si je prends une fonction test continue à support compact sur R3, et si j'intègre la première marginale de ma fonction à n corps contre petit phi en la variable de vitesse uniquement, hein, eh bien, cette intégrale, qui est maintenant une fonction de t et de x, elle converge lorsque n tend vers l'infini, vers la même intégrale, mais faisant intervenir la solution de l'équation de Boltzmann petit f. Hein. Donc là, la convergence, elle est localement uniforme en t et x, pour t se promenant entre 0 et t étoile exclu, donc c'est surtout segment 0t avec t plus petit que t étoile, et lorsque x se promène dans n'importe quel compact de R3. Et donc f, maintenant, c'est la solution de l'équation de Boltzmann, dont la condition initiale est petit f in. Bien, alors ça, c'est l'énoncé, si j'ose dire, l'énoncé minimal qui vous permet de comprendre comment vous passez de cette situation où vous avez un nombre grand N de particules tendant vers l'infini, vers l'équation de Boltzmann. Bon, mais en réalité, il y a un petit complément, il y a un petit supplément d'âme au théorème, hein, c'est qu'en fait, on a une convergence du même genre si je regarde les marginales d'ordre supérieur. Hein, ce qui se passe, c'est que si vous prenez une marginale d'ordre supérieur de Fn, donc Fnk de t, xk vk, vous l'intégrez contre une fonction test quelconque continue à support compact par rapport au k variable de vitesse uniquement, eh bien, tout cela converge lorsque n tend vers l'infini vers l'intégrale du produit des f de t x j vj pour j allant de 1 jusqu'à k contre phi k de vk des grands vk, hein, lorsque grand N tend vers l'infini. Alors il faut faire un tout petit peu attention, là la convergence elle est intéressante. C'est une convergence qui est uniforme en temps et localement en temps, disons localement jusqu'au temps t étoile, et qui est uniforme sur tout compact
du domaine défini dans R3 puissance K par le fait que xi est différent de xj. D'accord? Pour i différent de j. Bien, alors il faut faire un tout petit peu attention à cette convergence parce que vous voyez, dans l'équation de Boltzmann, les collisions sont purement locales. Les particules ont perdu leur rayon, donc le rayon des particules après passage limite, il est nul. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a convergence des marginales d'ordre K, mais vous voyez, vous avez convergence en dehors des événements correspondant à des collisions. D'accord? Bien, donc ça, il faut, c'est une petite subtilité du résultat qu'il faut bien avoir présente à l'esprit. Hein. Le résultat n'est pas global sur R3 puissance K. Il est dans ce sous-domaine de R3 puissance K. Bien, alors j'en profite pour citer mes sources. Hein. La première personne à avoir énoncé un théorème de ce genre, c'est Lanford, en 1975. Bon, alors, Lanford, ce qu'il a donné, c'est une stratégie de preuve, avec, disons, des morceaux de la preuve dont la vérification a été laissée au lecteur. Et donc, après Lanford, il y a eu plusieurs réécritures de la preuve. En particulier, il y a un livre de Cercignani, Ilner et Pulvirinti qui aidait pas mal à comprendre la preuve de Lanford, mais dans lequel il restait quand même des points à vérifier. Et donc, le papier que Bourbaki m'a demandé d'écrire, donc c'est ce travail de Gallagher, Saint-Raymond et Texier, où là, tous les détails sont écrits noir sur blanc, donc vous pouvez vérifier que tout fonctionne bien comme prévu. Alors, sur le théorème en lui-même, vous voyez que voyez quand même que c'est un théorème qui vaut sur un intervalle de temps court. Alors en fait, c'est un temps qui est malheureusement très court, puisque c'est un temps qui est de l'ordre d'une fraction du temps moyen entre deux collisions subies par la molécule typique. Hein. Donc malheureusement, c'est des temps très courts, et au début des gens qui ne croyaient pas au résultat de Lanford ont trouvé que finalement, à cause de cette limitation sur le temps, le résultat n'était pas très significatif. Alors peu de temps après, Ilner et Pulvirinti ont démontré que si vous partez d'un gaz qui est suffisamment raréfié, alors avec des données que j'appelle dispersives, parce que vous utilisez quelque part les propriétés de dispersion de l'opérateur de transport libre, hein, l'opérateur dt plus V gradient x, eh bien, ce que Ilner et Pulvirinti ont montré en 1987, c'est que la limite, pour de telles données initiales, elle vaut en temps infini. D'accord ? Mais bon, c'est des données initiales qui sont plus particulières, disons encore, que celles que je vous ai présentées. Bien. Voilà. Alors, maintenant, comment fait-on pour passer de l'équation de Newton à l'équation de diffusion, donc le modèle considéré par Einstein pour la diffusion des particules? Voilà, l'énoncé est un petit peu plus technique, je vais essayer d'expliquer ce qui se passe. Donc l'idée, c'est qu'on va empiler d'une part la convergence des équations de Newton vers l'équation de Boltzmann linéaire, mais on va montrer on va établir cette convergence avec des estimations suffisamment uniformes dans un domaine périodique de volume certes fini, mais de volume grand tendant vers l'infini, parce que la diffusion, c'est un mécanisme qui a besoin d'un temps très long pour s'établir et qu'on regarde à grande échelle. D'accord ? Bien. Alors, pour ça, il va y avoir des détails techniques un peu déplaisants, parce que, bon, il faut quand même travailler à volume fini. Bon, bref. Donc, avec ces mots d'excuse, voilà comment les choses se passent.
Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on va partir des équations de Newton, les mêmes qu'auparavant, mais on ne va pas regarder les mêmes conditions initiales. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que vous avez un gaz, vous avez, disons, n-1 particules qui sont noires ou bleues, comme vous voulez, et puis vous avez une particule que vous allez suivre en détail, qui est blanche ou rouge ou d'une autre couleur. Mais ces particules sont mécaniquement absolument identiques. D'accord ? Bien, alors, maintenant, du point de vue des mathématiques, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre donc une condition initiale, je commence le transparent par la fin, vous allez voir, ça on comprend mieux comme ça. Vous allez prendre une condition initiale, d'accord, qui est factorisée. Alors, vous reconnaissez ici que je mets en vitesse un produit des distributions de Maxwell de paramètres bêta, d'accord, sur les vitesses. Et pour mes particules, disons pour J allant de 2 à grand N, la fonction de distribution est constante en x2, x3, xn. En revanche, la première particule, elle n'est pas en une situation d'équilibre uniforme. Disons, sa probabilité de présence au point x1, ce n'est pas une constante. Et ça va être une fonction ρ indice grand N initiale de x1. Et puis, bon, je vais travailler dans un tore plat de grand volume, d'accord, mais quand même, là-dedans, je vais garder la condition d'exclusion, la condition de non-interpénétration des particules. D'accord ? Et puis, j'ai le facteur qui me dit que ce que je fabrique là-dedans, c'est bien une densité de probabilité dans l'espace considéré. Bien, alors maintenant, comment fabrique-t-on le ρn initial? Le ρn initial, on le fabrique de la manière suivante. Donc, je vous ai dit qu'on allait devoir raisonner dans un tore de grand volume, et sur des temps longs. Alors pour ça, ouais, on veut faire ça, mais en même temps, à la fin des fins, on veut que la condition initiale pour l'équation de diffusion, ça soit la masse de Dirac en un point. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le tore plat R3 sur Z3 de taille 1, d'accord? Et là-dedans, on va construire une suite régularisante qui va se concentrer sur un point, par exemple 0. D'accord? Bien, alors cette suite régularisante qui se concentre sur un point, oui, c'est qui bar, c'est cet objet-là, hein, qui bar entre crochets lambda n à la puissance zeta. Alors qu'est-ce que c'est que lambda n? Lambda n, ça va être la taille du grand tore, d'accord, et lambda n tend vers l'infini avec grand N, avec le nombre de particules. Tend vers l'infini pas très vite, parce qu'il faut quand même se dire que si n c'est 10 puissance 23, vous voyez que log de n à la puissance 1 sur 5, bon, ça tend pas, mais enfin, bon, voilà, ça tend quand même vers l'infini. Hein. Et puis, grâce à ça, vous allez concentrer votre fonction dans le tore de taille 1 à une vitesse lambda n à la puissance zeta, et bon, là encore, vous y remettez un coup, zeta entre 0 et 1/12e. Bon, bref. Enfin, ça se concentre vers 0 sur le tore de taille 1. Et puis, vous dilatez ça sur le tore de grand volume, d'accord, et vous avez donc votre condition initiale qui est qui bar lambda n zeta de x sur lambda n, de façon à ce que j'ai quelque chose qui soit sur le tore de grand volume. Bien. Alors, avec maintenant cette fonction initiale n particules, donc Thierry Bodino, Isabelle Gallagher et Laure Saint-Raymond démontrent le résultat suivant. Vous choisissez votre rayon des particules que vous fixez de façon à ce que, c'est toujours pareil, hein, le nombre de particules par unité de volume, alors attention, ce coup-ci c'est n divisé par lambda n au cube, puisque vous êtes dans le tore de volume lambda n au cube, fois r fois 2r au carré est égal à gamma, le paramètre de Boltzmann-Grad, donc prenez constant. Hein, et puis, bon, vous propagez votre fonction de distribution n particules par le flot de Newton, et puis vous en prenez la première marginale, et puis cette première marginale, vous la regardez en temps long, d'accord? Vous regardez la première marginale dans des temps lambda n au carré de taux, et puis la énième marginale, elle vit sur le tore
de taille lambda n, et donc vous pouvez ramener tout ça à la taille 1 en disant que c'est une fonction de lambda n y. Alors vous reconnaissez ici sur les temps et les espaces le scaling lambda n carré lambda n qui est caractéristique qui est le scaling d'invariance de l'équation de la chaleur. Bien, alors maintenant ce qui se passe, c'est qu'avec cette suite d'objets ainsi fabriqués, eh bien Fn de taux y et v, y se promenant dans le tor à taille 1, eh bien, ça va converger étroitement quand n tend vers l'infini vers ρ de taux y m bêta de v. La convergence, elle est localement uniforme en taux, et ρ est la solution de l'équation de la chaleur, de l'équation de diffusion des taux ρ moins d laplacien en y de ρ. Donc c'est l'équation de la chaleur posée sur le tor, et vous partez avec une condition initiale qui est Dirac en 0. Et alors attention, maintenant, qu'est-ce que c'est que le coefficient de diffusion? Le coefficient de diffusion, il est fabriqué en utilisant l'opérateur de collision linéarisée de Boltzmann que vous reconnaissez ici. Et ce que vous faites, c'est que cet opérateur de collision linéarisée de Boltzmann, vous l'inversez sur la fonction v fois m bêta, et vous intégrez le tout contre v fois m bêta, et vous prenez un tiers. Je crois que le 1 tiers est resté dans le clavier, je crois que malheureusement le 1 tiers manque dans la formule qui est écrite dans l'exposé, je vous prie de m'en excuser. Bien, donc voilà ce qui est démontré, voilà le résultat. Bien, alors maintenant, dans le quart d'heure qui reste, je vais essayer de vous donner une petite idée des stratégies de preuve. Alors, premier truc. Alors, inutile de vous dire que, bon, ces 200 pages de démonstration, je vais malheureusement être obligé de les survoler à haute altitude. Bien, alors, premier point, vous aurez compris que, bon, a priori, vous voyez, on part d'un système de grand N équations différentielles, bon, n tend vers l'infini, les équations différentielles dépendent d'un petit paramètre qui est le rayon qui, lui, tend vers 0. Donc, on plonge tout ça, on va décrire tout ça en utilisant une équation de Liouville, et pour bien voir ce qui se passe, on va écrire l'équation de Liouville au sens des distributions sur l'espace entier, en disant qu'en fait, la fonction de distribution en n particules qui est propagée de la condition initiale qu'on a construite, eh bien, cette fonction de distribution, elle est nulle lorsque les particules s'interpénètrent, ce qui finalement est physiquement normal. La probabilité que les particules s'interpénètrent, c'est 0. D'accord ? Bien, donc vous avez une densité de probabilité qui est nulle dans un sous-domaine, d'accord, et qui n'est pas nulle ailleurs. Vous écrivez l'équation de Liouville au sens des distributions en tenant compte du saut, lorsque vous avez une discontinuité, précisément lorsque vous passez à l'intérieur du domaine où f vaut 0. Bien, alors quand vous faites ça, eh bien, vous avez l'équation de Liouville du transport libre des particules tant qu'elles ne se rencontrent pas, d'accord ? Donc vous avez dt plus l'advection à n particules agissant sur le grand Fn qui est écrit ici. Et puis vous avez la contribution qui est localisée sur les points où il y a des collisions. Et donc la contribution en question, c'est une distribution de simple couche qui est proportionnelle à la masse de Dirac portée par le bord du... Donc c'est porté par le bord de l'espace des phases. Donc ce que j'ai abrégé en notant que c'est la somme sur k plus petit que L de Fn restreint au bord de l'espace des phases fois Vj moins Vi scalaire Nij fois la masse de Dirac sur norme de xi moins xj égale 2r. Bien, donc vous avez cette équation de Liouville écrite au sens de distribution. Et d'autre part, vous devez garder en mémoire que initialement, la fonction dont vous êtes parti, c'est une fonction qui est symétrique lorsque vous faites des permutations sur les paires position-vitesse, et que cette symétrie, elle est propagée par le flot, comme on le voit, on le vérifie de manière élémentaire à partir des équations. Donc vous avez cette propriété de symétrie qui est écrite ici, à savoir que si vous faites les mêmes perturbations, les mêmes permutations, excusez-moi, si vous faites les mêmes permutations sur les positions et les vitesses, eh bien vous avez une fonction qui est invariante par le groupe des symétries à n particules, W
échanger les vitesses et les positions en même temps. Bien, alors une fois que vous avez ça, vous allez vous dire, bah, après tout, ce que je veux, c'est une équation pour la première marginale. Bon, bah, alors on prend l'équation et on intègre toutes les variables qui ne sont pas la première position et la première vitesse. Alors vous voyez que quand vous faites ça, tout va très bien se passer pour le membre de gauche, mais malheureusement le membre de droite, lui, il couple, ce qui est un peu normal puis c'est les collisions, il couple les vitesses et les particules entre elles. Donc c'est pas très compliqué d'imaginer que quand vous faites ça, hein, quand vous intégrez chaque membre de l'équation de Liouville par rapport au n-1 dernière variable de position et de vitesse, vous allez obtenir une équation, certes, pour la première marginale, mais cette équation va faire intervenir la deuxième marginale. Vous dites qu'à cela ne tienne, je vais écrire une équation pour la deuxième marginale. Si vous faites ça, ça va mettre en jeu la troisième marginale, et ainsi de suite, et vous obtenez un truc qui porte le nom de hiérarchie de BBGKY. Alors, BBGKY, c'est Bogolyubov, Born-Green, K, c'est Kirkwood, et Y, c'est Yvon. Il y a un Français dans toute cette affaire. Et cette hiérarchie de BBGKY, bon, vous avez une équation de transport, vous avez l'opérateur d'advection agissant sur la fonction, sur la marginale d'ordre K, et dans le membre de droite, vous avez ce que vous obtenez après intégration de ce terme qui porte les masses de Dirac, et ce terme-là, on est très content de le voir parce que c'est lui qui, je dirais simplement par intégration par intégration de cette distribution de simples couches, fait intervenir quelque chose qui ressemble très fortement à une intégrale de collision. Vous reconnaissez quelque chose qui a vraiment un air de famille avec l'intégrale des collisions de Boltzmann. Alors, si vous regardez la formule avec attention, vous voyez que cette collision est délocalisée, parce que ici, ce que je suis en train de dire, c'est que je regarde une marginale d'ordre k plus 1, donc une fonction à k plus une particule, et que la position de la dernière particule, ici ou là d'ailleurs, c'est la position de la jm particule, mais décalée ou translatée de 2r fois n, où n est un vecteur unitaire arbitraire sur lequel vous intégrez d'ailleurs, hein, de sorte qu'en fait, ce que vous êtes vraiment en train de dire, c'est que vous allez compter toutes les collisions possibles de la particule J avec la k plus unième particule quelconque qui peut la rencontrer. D'accord ? C'est ça qui se passe, et vous rencontrez dans cette affaire-là la même transformation TJK plus 1, sauf qu'évidemment, là, vous ne changez que les vitesses numéro J et numéro K plus 1. D'accord ? Bien, donc cette hiérarchie de BBGKY, elle fait déjà intervenir, vous voyez, par un procédé assez simple, quelque chose qui ressemble aux intégrales de collision, mais qui sont encore délocalisées. Je vous rappelle que dans l'équation de Boltzmann, les collisions sont purement ponctuelles. Hein, d'accord ? Bien. Mais maintenant, on se dit, bon, on fait quand même tendre R vers 0 et N vers l'infini. Et puis alors, remarquez quand même qu'après ce petit calcul, vous avez quand même devant, vous avez ici, quelque chose qui a K fixé, lorsque N tend vers l'infini et R tend vers 0, fait intervenir naturellement le paramètre de Boltzmann-Grad. D'accord ? Donc celui-là, il tend vers gamma, lorsque K est fixé et que N tend vers l'infini. Hein ? Donc, en passant à la limite formellement vraiment entre guillemets, dans chaque équation BBGKY, bah, vous obtenez une hiérarchie infinie d'équations, là, parce que là, vous avez le nombre de particules tend vers l'infini. Hein. Donc FNK converge vers FK, et puis ce que vous avez, c'est que vous avez le même membre de gauche agissant sur FK, et puis dans le membre de droite, vous avez K opérateur de collision, ici modélisant la collision de la K plus unième particule de FK avec la particule numéro J. Et ici, vous avez des intégrales de collision qui, elles, sont localisées, puisque vous avez fait disparaître cette délocalisation de 2R fois N, puisque R tend vers 0. Bien. Alors ça a l'air quand même assez compliqué, encore, on se dit qu'on n'est pas tout à fait arrivé au bout de nos peines, d'autant quand même que je vous rappelle que j'ai dit que je passais à la limite formellement,
c'est vraiment très formel, puisque je vous rappelle quand même que la limite qu'on démontre, c'est une limite qui exclut le fait que c'est une limite qui exclut ces points-là, hein, puisque dans ce point-là, j'ai xk plus 1 qui est égal à xj. Hein. D'accord, bien. Donc on se doute que là, c'est beaucoup moins simple que ça n'en a l'air. Enfin, je ne suis pas d'ailleurs sûr que ça ait l'air tellement simple, d'ailleurs. Mais enfin, bon, on va continuer quand même. Alors, on se dit, dans tout ça, où est l'équation de Boltzmann? L'équation de Boltzmann, en fait, elle est... maintenant, il y a une remarque qui, elle, est très simple. D'accord? C'est que si vous prenez la hiérarchie d'équations, la hiérarchie infinie de Boltzmann que je vous ai écrite, eh bien, cette hiérarchie infinie, elle possède la propriété algébrique, je dis algébrique, mais enfin bon, c'est pas très algébrique, enfin c'est une conséquence de la formule de Leibniz sur les dérivés de produits de fonctions dérivables. Donc, vous voyez, ça ne va pas chercher très loin. C'est la propriété remarquable suivante, c'est à savoir que si vous prenez petit f, qui est une solution de l'équation de Boltzmann, et qu'à partir de là, vous fabriquez la suite fk en prenant les produits tensoriels km de f, donc f de t grand xk, vk, c'est les produits de j égale 1 jusqu'à k de f de t, xj, vk. Autrement dit, vous avez des particules qui sont indépendantes distribuées sous f. Hein. Eh bien, cette suite fk, eh bien, il se trouve qu'elle est solution de la hiérarchie de Boltzmann. Vous voyez comme ça tombe bien. Et en plus, votre choix de condition initiale va faire que lorsque n tend vers l'infini, eh bien, votre condition initiale pour la hiérarchie de Boltzmann que vous obtenez, ça va précisément être la suite de ces fonctions, produits tensoriels. Donc finalement, vous voyez, si vous dites fnk, ou disons fn1, puisque c'est celle à laquelle on s'intéresse en priorité, fnk, si vous savez démontrer que ça converge vers une solution de la hiérarchie de Boltzmann, et si par derrière vous savez qu'il y a unicité de la solution de la hiérarchie de Boltzmann pour une donnée initiale factorisée, eh bien vous avez gagné, parce que vous aurez démontré qu'en particulier, fn1 va converger vers f1, qui n'est rien d'autre que petit f. Bien, alors, une petite remarque, on pourrait croire que bon, la hiérarchie BBGKY, ça ressemble beaucoup à la hiérarchie de Boltzmann. Bon, il y a des petits termes, enfin, ils tendent vers 0. On pourrait croire qu'il y a une propriété analogue à celle-là, d'accord, cette propriété de factorisation, qui est vérifiée au niveau de la hiérarchie BBGKY. Alors ça, je m'empresse de vous dire que c'est grossièrement faux. Il n'existe aucune propriété analogue de factorisation pour la hiérarchie BBGKY. Et en fait, cette hiérarchie BBGKY, elle n'est reliée à l'équation de Boltzmann qu'après passage à la limite de Boltzmann-Grad. La délocalisation des collisions, là, fait que vous ne pouvez pas espérer avoir une propriété aussi merveilleuse au niveau de la hiérarchie BBGKY, de la hiérarchie finie. Bien. Alors ça, si vous voulez, c'est la stratégie de preuve utilisée par Lansford. Alors, ce qu'en fait, Lansford faisait ça de manière un petit peu différente, mais l'idée, c'est d'écrire les solutions des hiérarchies BBGKY. Alors là, je vais aller assez rapidement. D'écrire en utilisant des séries de Duhamel, hein, ce qui est rien d'autre que la méthode de variation de la constante, mais pour les équations en dérivées partielles. Et à la fin des fins, si vous voulez, ce que vous montrez, c'est que eh bien, votre première marginale, une fois que vous avez intégré contre une fonction test en V, lorsque n tend vers l'infini, ça converge vers une expression de cette forme. Alors une expression de cette forme, bon alors les C en gras, là, ça regroupe tous les opérateurs de collision, les SEJ tilde, c'est rien d'autre que les groupes de transport libre, donc vous voyez, c'est pas méchant. Cette série abominable, elle fait un petit peu peur, mais elle a une vertu quand même, vous voyez, c'est que en fait, c'est une formule explicite, puisque en fait, vous avez des opérateurs qui tapent dans la condition initiale. La condition initiale, vous la connaissez, d'accord? Donc vous vous ramenez à une formule explicite sur les solutions, d'accord? Vous démontrez que Fn1 converge vers ça, et puis une fois que vous êtes là, eh bien,
un œil exercé reconnaît dans cette formule la solution de l'équation de Boltzmann. Alors, un œil vraiment exercé. Disons, il faut vraiment, si vous n'avez pas remarqué la propriété algébrique sur la hiérarchie de Boltzmann, là, je pense qu'il faut être vraiment très astucieux pour repérer que cette formule donnée par la série de Duhamel est la solution de l'équation de Boltzmann. Là, je pense que là, il faut vraiment de bons yeux. Bien, donc ça, c'est la méthode de preuve. Alors, vous voyez que cette méthode de preuve contient un élément quand même désagréable pour un mathématicien spécialisé d'équations dérivées partielles, c'est que vous déduisez l'équation de la solution et pas l'inverse. D'accord ? Seulement, la nature de la convergence est telle que espérer passer à la limite dans les équations, ça paraît hors d'atteinte, puisque précisément la limite vous décrit ce qui se passe en dehors des collisions. Donc, on ne voit pas très bien comment on arriverait à décrire l'opérateur des collisions par ce biais-là. Donc je vais vous épargner un certain nombre de détails techniques qui sont pourtant fort intéressants, que vous trouverez dans le texte écrit sur cette question-là. Je vais finir avec un petit point lié à l'irréversibilité et, disons, à l'apparition de l'irréversibilité dans l'équation de Boltzmann. Lorsque Boltzmann a présenté sa théorie, théorie cinétique, Boltzmann-Maxwell d'ailleurs, mais c'est surtout Boltzmann a présenté la théorie cinétique des gaz, au début, il y avait des gens qui n'y croyaient pas parce qu'ils disaient mais tout ça, c'est pas possible parce que l'équation de Boltzmann, c'est quelque chose qui contient quelque chose qui est analogue au second principe de la thermodynamique. Il n'est absolument pas possible d'obtenir ça à partir d'un modèle qui est purement mécanique. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors en fait, si vous regardez vraiment ce qu'on a démontré, cette contradiction en fait disparaît, mais à condition de regarder vraiment ce qu'on a démontré. Alors peut-être rapidement, hein, le fait est que si vous regardez l'équation de Boltzmann, elle a une propriété qui est connue sous le nom de théorème H, qui affirme que, en fait, si vous notez STB de Fin, la solution de l'équation de Boltzmann partant de la condition initiale Fin, eh bien cette quantité, d'accord, l'intégrale de la fonction de distribution multipliée par son log en x et en v, c'est une fonction qui est décroissante du temps et qui est même strictement décroissante tant que la fonction n'est pas un équilibre de Maxwell, n'est pas une densité maxwellienne. D'accord ? Bien, alors maintenant vous pouvez faire l'expérience suivante, vous pouvez vous dire je pars d'une densité initiale qui n'est pas maxwellienne, je la fais évoluer pendant un temps t, et puis au bout de cet instant t, j'arrête tout, je prends mes molécules, je change v en moins v, je repars pendant un temps t, et puis à la fin de ce temps t, j'arrête tout, je change les molécules, les vitesses en leur opposé, et qu'est-ce que je trouve? Eh bien, en fait, en utilisant le théorème de H de Boltzmann, vous voyez que si Fin n'est pas une maxwellienne, eh bien, vous allez trouver quelque chose qui va être différent de la condition initiale parce que la fonction H de cet objet-là est strictement plus petite que la fonction H de la condition initiale. Bon. Or, maintenant, si vous regardez les équations de Newton, elles sont, comme on dit, mécaniquement réversibles parce que si vous faites la transformation, voyez ce que vous faites, vous partez d'une condition initiale de l'équation de Newton, vous la propagez pendant un temps t, à l'instant t, vous inversez, vous changez en leur opposé les vitesses de toutes les particules simultanément, vous évoluez la nouvelle configuration pendant un temps t, et puis vous arrêtez tout, vous retournez à nouveau les vitesses et vous devez trouver l'identité. Et ça, c'est une propriété, si vous voulez, c'est l'unicité des équations différentielles, c'est sûrement vrai. Bon, donc on peut dire il y a forcément quelque chose qui est incompatible entre ces deux comportements. Mais en réalité, pas vraiment, parce que si vous regardez ce qu'on a vraiment démontré, la propriété qui est ici, c'est une propriété qui vaut dans l'espace des phases à n particules. D'accord ? L'approximation de Boltzmann, la limite de Boltzmann-Grad, elle se passe dans l'espace des phases à une particule, R3 croix R3. Donc ce n'est pas parce que vous échangez la vitesse de la particule typique que vous échangez simultanément les vitesses de toutes les autres particules qui l'entourent. D'accord ? Donc ça, déjà, à supposer que ce soit possible.
Bon, et puis en plus, il y a d'autres choses qui se mettent en travers, enfin qui montrent qu'il n'y a pas contradiction. C'est que l'énoncé précis de la limite de Boltzmann-Grad, surtout la nature de la convergence et surtout le choix de la condition initiale, fait que, en réalité, lorsque vous avez évolué votre configuration initiale pendant un temps t, vous tombez sur, et que vous changez les vitesses, vous tombez sur une condition que vous ne pouvez pas utiliser comme condition initiale pour le théorème de Lanford. Et donc, en réalité, dans cette question de l'apparition de l'irréversibilité et du prétendu paradoxe qu'elle contient, bien, il y a le fait que si vous regardez vraiment ce qui est démontré dans le théorème ne contient pas de paradoxe, mais ça c'est un peu normal, c'est comme ça de tous les théorèmes. Bien, voilà, je vous remercie, j'étais un peu long et je vous prie de m'en excuser. Ce que vous avez exposé, c'est toujours la limite de grade en considérant que des collisions binaires. Oui. Et donc, je n'ai pas bien compris si la dernière démonstration étant le T étoile à l'infini ou pas, donc ça n'a pas été clair dans ce que vous avez dit. Il y a toujours un T étoile fini, comme l'a démontré Lanford au début. La dernière, dans quel énoncé? Dans l'énoncé? Dans l'énoncé de l'existence, parce que vous avez fait deux théorèmes, la limite de grade et la convergence vers le mouvement brownien. Donc oui, c'est deux choses différentes. Je parle du premier théorème où vous avez montré qu'il existait un T étoile et vous avez dit que ça a été amélioré par Codvirenti jusqu'à l'infini. Donc ça, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris. Et ensuite, la dernière question, ça concerne les trois particules, parce que ça... les collisions à trois particules dans les gaz relativement réels, c'est toujours une correction à l'équation de Boltzmann. Et est-ce que vous avez quelque chose là-dedans ou on reste toujours dans le cas des gaz dilués? Ah non, alors... Bon, donc c'est deux questions. Je vais commencer par répondre à la deuxième question. Dans le théorème, il vaut pour des gaz dilués. D'accord ? Donc le théorème, il est dans un régime asymptotique pour lequel on a démontré, c'est le théorème 1 d'ailleurs, que, si vous voulez, les collisions à plus de 2 particules en temps fini sont des événements qui sont statistiquement négligeables. On est dans une échelle où ces événements, vous ne les voyez pas. D'accord ? On ne peut pas améliorer ces démonstrations pour les trois? Écoutez, peut-être que d'autres que moi y arriveraient, mais bon, pour l'instant... je pense qu'il faudrait que vous posiez la question aux auteurs. Hein, voilà, bien. Mais voilà, vous voyez, c'est pas une modification. Il ne faut pas imaginer que c'est une modification triviale des arguments qui sont écrits. Bien, alors ensuite, je reviens sur votre première question, qui est l'histoire du temps infini. Alors, la convergence vers le brownien, d'accord, c'est une convergence pour une particule marquée. Donc vous êtes dans un régime où vous allez mettre entre l'équation de Boltzmann et l'équation de diffusion une équation de Boltzmann linéaire. Or, pour l'équation de Boltzmann linéaire, vous pouvez vous affranchir du temps t étoile de mu0 et de bêta parce qu'il y a une circonstance supplémentaire, enfin il y a des circonstances supplémentaires favorables dans le cas de l'équation de Boltzmann, dans le régime de l'équation de Boltzmann linéaire, dans le régime de la particule marquée, qui fait que vous pouvez utiliser le principe du maximum, d'accord ? Vous pouvez utiliser une borne à l'infini pour l'équation de Liouville. Et d'autre part, cette borne à l'infini, l'équation de Boltzmann linéaire, elle, vérifie le principe maximum. Donc vous pouvez travailler dans l'espace à l'infini, et ça vous permet d'avoir des majorations qui vous débarrassent du temps t étoile, parce que en fait ce temps t étoile, il vient du fait que lorsqu'on contrôle les séries abominables, là, dont je ne vous ai
épargner la vision, eh bien, en fait, ce temps, il intervient parce qu'on manipule des estimations à perte à la Cauchy-Kovalevsky. C'est pour ça que c'est des régimes qui sont pour des temps finis. D'accord ? Mais lorsque vous êtes dans le régime de la particule marquée, dans le régime linéaire, vous n'avez pas ce problème-là. Vous pouvez raisonner donc sur des temps qui tendent vers l'infini avec le nombre de particules. Donc, ma question, en fait, elle concernait le premier théorème. Je voulais savoir si les démonstrations récentes, je pense, après Pugliarenti, il y a eu des démonstrations. Est-ce que ces démonstrations améliorent le T étoile de... Ah, le T étoile que je... améliore l'estimation du temps où il y a une validité de cette... Alors, le T étoile qui figure dans l'exposé, c'est le T étoile que j'ai copié fidèlement dans le travail de... Celui de Lanford. Je pense que c'est le même que celui de Lanford à des détails près, mais c'est celui que vous trouvez en utilisant la méthode de Lanford. D'accord ? C'est le même. J'espère avoir répondu à votre question. Enfin, oui, c'est le même. C'était un cinquième du temps de libre partie. Oui, alors un cinquième, bon. Dans le contexte du théorème 1, pour les fleurs de Newton, est-ce que la dimension de Hausdorff de l'ensemble exceptionnel est connue? Enfin, vous avez dit qu'il est négligeable, mais il pourrait être la dimension maximale de les mesures de Lebesgue 0. Alors, oui, ça, je ne me suis pas posé la question. Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une mesure nulle. Je ne sais pas vous répondre. Mais peut-être à mon tour, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendriez de savoir contrôler la dimension de Hausdorff ou de cet ensemble-là? Attendez, excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. En principe, si on avait des contrôles de comment est l'ensemble qui décrit les collisions triples, quadruples, et après, oui, ainsi de suite, on pourrait poser tout ça ensemble et avoir un petit espoir d'estimer, mais bon, c'est juste une vague idée. Vous voulez dire essayer d'aller plus loin pour voir si vous pouvez avoir des corrections qui tiendraient compte de collisions plus que binaires. Là, franchement, je ne suis pas sûr que... Ouais, non, enfin, une telle estimation ne se trouve pas dans le travail de Gallagher, Saint-Raymond et Texier. J'ai une question, juste naïve, tu as dit que le T0 étoile était petit par rapport au temps typique entre collisions? J'ai dit c'est une fraction, le temps de Lanford, oui. C'est une fraction du temps moyen de collision. Une fraction, mais il n'est pas très petit par rapport à... Je pense que c'est quelque chose du style un cinquième, ou je cite ça de mémoire, hein, mais bon. Pourquoi? Parce que intuitivement, je ne comprenais pas comment on pouvait avoir un régime de collision avec un... à ce moment-là, intuitivement, je ne comprenais pas très bien comment on pouvait avoir un régime de collision justement avec les équations de Boltzmann si on était avec un temps très petit par rapport au temps de collision. Non, il n'est pas très petit, c'est une fraction. Une fraction, d'accord. Non, c'est bien. Un cinquième du temps de collision, bien sûr. Et de toute façon, il y a le théorème de Pulvirinti. Si on prend des gaz suffisamment dilués, le théorème de Pulvirinti, il se démontre de la même manière, sauf qu'il faut utiliser le caractère dispersif de l'équation de transport. Lui, il vaut en temps infini. Bon, donc Pulvirinti et Ilner, excusez-moi, j'ai oublié Reinhardt. Dans le théorème 2, oui. Le paramètre de Boltzmann-Grad est constant. Oui. Est-ce que c'est important ou est-ce qu'il suffit qu'il converge vers... Ça c'est par commodité. Si tu choisis, il suffit qu'il converge vers gamma. Et est-ce qu'on peut espérer que le théorème 2, avec un temps plus grand qu'avec un temps infini, soit vrai ou est-ce que... il est vrai par le théorème de Ilner et Pulvirinti. Après, toute la question, c'est est-ce qu'on peut imaginer que, quelle que soit la donnée initiale, voilà, ça c'est une question philosophique qui remonte à Cerciniani. Cerciniani disait, finalement,
à partir du moment où on a des solutions de l'équation de Boltzmann, dans le même régime, on doit pouvoir démontrer, avec le canevas que je vous ai montré, qui en fait remonte à Cecchiniani quelques temps avant Lansford, on doit pouvoir démontrer avec le canevas, le même canevas, la convergence de Newton vers Boltzmann. On devrait pouvoir démontrer la convergence de Newton vers Boltzmann pour de telles solutions de l'équation de Boltzmann. Oui, alors, quand même, cet énoncé est à prendre avec des pincettes parce que, déjà, il faut avoir des solutions très gentilles de l'équation de Boltzmann, des solutions classiques de l'équation de Boltzmann. Parce que, en fait, il existe des solutions faibles, très faibles de l'équation de Boltzmann, qui sont définies globalement pour toute donnée initiale d'entropie, d'énergie, de masse finie. D'accord ? C'est des solutions renormalisées de Di-Pernal-Lyons. Mais les solutions renormalisées de Di-Pernal-Lyons, on ne peut pas espérer les faire rentrer dans un schéma comme ça. D'accord ? Il faut bien voir que le schéma de démonstration qui est là-dedans, c'est un schéma de démonstration où l'opérateur de collision dans son ensemble est vu comme une perturbation du transport libre. Hein. C'est ce que signifie cette série de Duhamel. On résout le transport libre, et puis c'est un théorème de perturbation où la collision est vue comme perturbation du transport libre. Donc, voilà, donc, pour l'instant, il faut que cette série converge. Hein, et bon, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'arriver à démontrer une telle limite, mais pour l'instant, c'est le seul qu'on ait à notre disposition.